Alors, selon Max, la RB18 est encore trop lourde en qualif. La Red Bull toujours pas au poids minimum, selon lui. Je pense que nous sommes encore un peu, 3 petits points, je ne dirais pas incroyable en qualif. Mais cela a seulement à voir avec la voiture. Nous sommes encore un peu lourds, au-dessus du poids minimum. Alors bien sûr, quand on roule au minimum de l'essence, c'est juste une limitation que nous avons. Donc nous devons encore perdre du poids avec la voiture, c'est sur quoi nous travaillons. Mais c'est aussi pourquoi en course, c'est un peu moins un problème, parce que tout d'abord, vous ne pouvez pas attaquer comme en qualif. Oui, donc ça gomme un petit peu le surpoids, quoi. Donc ça aide un peu probablement la voiture. Et ce problème de poids avec un réservoir plein est un peu moins visible. Eh oui, en proportion, c'est vrai que c'est un peu moins visible. Donc le désavantage est estimé à environ 3 à 5 kg, ça peut représenter 1 à 2 dixièmes selon les circuits. Ça suffit pour ne pas décrocher la pole. Bientôt des Evo poids, alors, sur cette Red Bull RB18. Affaire à suivre. Ciao, ciao. Alors, selon Mike Elliott, Mercedes était bien 2-3 dixièmes de Ferrari en Autriche. Donc dans son analyse d'après-course, Mike Elliott pense que l'équipe progresse bien avec les différentes Evo de la W13, mais il en reste encore du chemin à parcourir. Lors de la course, Lewis a pu se faufiler devant les voitures les plus lentes qui étaient devant lui, en se hissant donc dans une position où il n'avait que les Red Bull et Ferrari devant lui. Bien que nous ayons terminé la course assez loin devant, c'est en partie parce que les Ferrari et les Red Bull ont pu s'arrêter sous la voiture de sécurité virtuelle à la fin et finir sur les pneus médiums avec un arrêt gratuit. Si vous corrigez le rythme de la dégradation, nous pensons que nous étions probablement à 2, peut-être 3 dixièmes derrière la Ferrari, qui était la voiture la plus rapide de la course. Bien que ce ne soit toujours pas la position que nous visons, nous voulons nous battre à l'avant. Nous voulons avoir la voiture la plus rapide possible par rapport à ce que nous avons fait au cours de la saison sur des circuits comme celui-ci. C'était un bon résultat pour nous, ça montre que les éléments que nous apportons à la voiture commencent à faire effet. J'espère que nous pourrons continuer à faire ces pas en avant et nous mettre dans une position où nous pourrons courir en tête de chaque course lors de la deuxième moitié de saison. C'est pas gagné, mais bon. Peut-être pas chaque course, mais certains circuits, oui, qui devraient quand même bien convenir à la W13, notamment le Grand Prix de France ce week-end. À voir. Ciao, ciao. Toto Wolff fait confiance à la F1 pour choisir les bonnes courses au sprint. Domenicali devrait choisir plus de circuits en 2023. Ah, ça va pas ravir certains, parce que vous êtes globalement contre les courses au sprint. J'ai regardé ça dans les commentaires. Si j'ai confiance en une personne pour choisir les bonnes courses au sprint, c'est Stefano, notre Wolf. Stefano aura vu le sprint en Autriche et en tiendra compte. Je pense que la raison pour laquelle ces courses sont moins divertissantes est qu'il y a simplement trop d'écart de perfo entre les équipes. Si vous avez Max qui disparaît au loin, les deux Ferrari qui sont le seul divertissement pendant la course, puis nous sommes au milieu de nulle part, dans le no man's land. Ensuite, les autres sont plus loin derrière, et vous avez le train de DRS. Ça ne peut jamais faire une bonne course de sprint. Pas fou. De son côté, Ricciardo apprécie le format sprint. J'aime ça, le vendredi est un peu plus amusant pour les pilotes, et pour être honnête. Et aussi, quand vous le faites depuis 10 ans, quand il y a une chose pour laquelle se battre chaque jour, y compris le vendredi, ça rend le week-end un peu plus intéressant. Vous n'avez pas le luxe de passer 2 heures sur la piste le vendredi pour tout régler, en ayant encore une autre séance le samedi matin. Vous n'avez qu'une seule séance, il y a beaucoup de pression sur tout le monde, et ensuite, c'est directement les qualifs. Je crois qu'ils vont renforcer ça l'année prochaine, je suis d'accord avec ça. Et oui, ça l'arrange un peu, parce qu'il a l'air un peu perdu dans ses réglages, Ricciardo. Donc lui, Norris, il arrive bien à peaufiner avec toutes les séances d'essai, il arrive à bien les mettre à profit, on va dire. Par contre, Ricciardo, il n'y arrive pas, en fait. On a l'impression qu'il stagne. Entre le vendredi et le samedi, il n'y a pas de progrès. Donc ça l'arrange bien, effectivement, qu'il n'y ait qu'une seule séance d'essai pour essayer d'égaler Norris. Ah, sacré Ricciardo. Bon, on va voir combien il y aura de courses sprint l'année prochaine, sur mon 6. Mais c'est pas encore sûr. Je vous laisse commenter, ciao. Un ancien ingénieur dit que Ferrari doit désigner un numéro 1. Et il s'agira de Leclerc, évidemment. C'est qui cet ancien ingénieur? Enrique Scalabroni. Connais pas. L'Argentin a observé la première moitié de la saison 2022 et il pense que le Scuderia doit établir une hiérarchie et désigner Charles Leclerc comme premier pilote face à Sainz pour lutter contre Max. Ferrari doit avoir un premier et un deuxième pilote pour la bataille avec Verstappen. À ce niveau, avec beaucoup de points rattrapés, ils doivent le faire. Le deuxième pilote doit être là pour donner la priorité à l'équipe. Ça n'a pas d'importance si le nom est Leclerc ou Sainz. Il ne s'agit pas du pilote, il s'agit de l'équipe. Ah bah alors, ça a une importance quand même, parce que si là, le P1 est moins performant que le P2, il va y avoir un petit problème. Il faut bien choisir quand même. S'ils veulent gagner en tant qu'équipe, ils ne peuvent pas faire ce que Williams a fait avec Nigel Mansell et Piquet, par exemple. Scalabroni ne veut pas faire de Leclerc numéro 1 automatique, mais il estime que le Monégasque est aujourd'hui le leader naturel de l'équipe, face à un Sainz en retrait, tant en perf pur qu'au championnat. Et la chose la plus importante est de piloter pour l'équipe. Donc je pense que le plus gros problème est de savoir lequel des deux pilotes a le plus de points. Ferrari ne regarde pas ça maintenant, mais elle doit prendre une décision. Il devrait se concentrer sur le pilote qui a le plus de points et qui a eu le moins de problèmes.
donc Leclerc. Eh ben, je suis d'accord avec lui pour le coup. On verra s'ils font ça dès le prochain Grand Prix ce week-end en France. Allez, ciao. Alors, étonnamment, le Grand Prix des Pays-Bas n'a pas un avenir garanti au calendrier de la F1. Malgré la présence de Verstappen, il n'est pas certain que le Grand Prix des Pays-Bas devienne un rendez-vous permanent du calendrier. La course de Zandvoort est devenue un favori instantané, en grande partie grâce à la popularité de Verstappen, avec 110 000 spectateurs par jour attendus début septembre. Cependant, l'accord expire après l'événement de l'année prochaine. Ce n'est certainement pas aussi facile que l'on veut dire on veut signer pour X années de plus. Nous n'en sommes pas encore là simplement parce que la vente des billets est exceptionnelle. Nous sommes un événement financé à 100% par le secteur privé. Nous avons également besoin du soutien de certains sponsors. La municipalité de Zandvoort est également la seule instance politique qui a été positive dès le premier jour. Il est donc évidemment important pour nous que ça reste le cas. Toutes ces discussions ont déjà commencé et nous ne pouvons pas oublier que nous n'avons organisé l'événement qu'une seule fois. Si ça dépendait de nous et de la F1, nous signerions immédiatement un nouveau contrat. Mais nous ne sommes pas Bahreïn. Nous ne pouvons pas simplement signer jusqu'en 2036. Nous n'avons pas de gouvernement qui nous soutient chaque année. On a besoin de sponsors, nous devons tout organiser nous-mêmes. Cependant, il est convaincu que les pourparlers en cours aboutiront éventuellement à une sorte de prolongation de contrat. Ça semble positif sur tous les fronts. Nous avons convenu avec la FOM que des éclaircissements seront fournis vers le 1er novembre, alors occupons-nous d'abord de cette deuxième édition de l'événement. Un nouveau contrat de 2 ans pourrait être envisagé pour commencer. Nous sommes dans une position fantastique, a répondu Van Overdyk. Tout le monde nous a félicités, mais nous devons garder les pieds sur terre, encore une fois. Nous n'avons un événement que s'il est financé à 100%. Sinon, une alternance avec un Grand Prix déjà existant. Grand Prix de France, par exemple. Ou alors Spa, mais bon, ça voudrait dire que Spa serait une fois sur 2. Après, Zandvoort, il me fait pas rêver, hein. Le tracé, je préfère largement Spa, quitte à choisir. Mais bon, il faudra voir comment se déroule la course de cette année aussi, en septembre donc. En espérant évidemment qu'il n'y ait pas d'incident dans les tribunes, n'est-ce pas? Allez, ciao. Le Grand Prix d'Autriche déjà proche du sold out pour l'année prochaine. Et oui, toujours plus de harcèlement en Autriche. Certaines tribunes sont déjà complètement vendues, même si la vente des billets n'a commencé que lundi matin, et que la date exacte n'est pas encore connue. Le sold out est prévu pour cette semaine. Notre place pourra arriver en temps voulu. Nous ne savons pas exactement quelles tribunes seront ajoutées. Cette année, il y avait déjà des tribunes supplémentaires. Si de nouveaux billets pour la course 2023 deviennent dispo, ils le seront, et ils le seront certainement, ils pourront être commandés par notre intermédiaire. Je conseille aux personnes qui veulent se rendre à Spielberg l'année prochaine de garder un œil sur le site. Les places en pelouse peuvent toujours être commandées directement. Très bien, on est content de l'apprendre. Bon, en tout cas, le Grand Prix d'Autriche a un avenir brillant en Formule 1. Vu que les fans de Max y vont aussi, c'est pas très très loin des Pays-Bas, donc ils en profitent. Ils ont donc vendu entre 40 et 50 000 billets dans les 3 jours suivant la mise en vente. Impressionnant. Voilà pour ça. News rapide donc, je vous laisse commenter. Ciao ciao. Marco, l'ambiance était toxique entre Sainz et Verstappen chez Toro Rosso, tandis que Ricciardo a préféré fuir le néerlandais chez Red Bull. Un talent, joyeux et naturel, avec un contrôle exceptionnel de la voiture. Lorsque Daniel monte dans une voiture, il est rapidement rapide. Immédiatement rapide même. Oui, c'est plus le cas chez McLaren, visiblement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Lors de sa première année chez Red Bull, il avait battu Vettel 3 victoires à 0. L'arrivée de Max sur la scène a été un tournant dans sa carrière. Plutôt que de se battre contre lui, il a préféré prendre ses distances. Et vous savez ce qui est arrivé ensuite. C'est vraiment dommage. C'est toujours agréable de travailler avec lui. Sa vitesse est comparable à celle de Max, mais il lui manque cette régularité ultime. Quant à Vettel, sacré 4 fois champion du monde, Marco se souvient d'un pilote extrêmement travailleur et fin technicien. Il savait parfaitement utiliser toutes les possibilités techniques. C'est aussi comme ça qu'il a pris le dessus sur Mark Webber. À chaque fois qu'il y avait une innovation technique, comme le diffuseur ou l'arrivée de duo pneus, il utilisait au mieux son expertise technique. C'est aussi cette capacité qui lui a permis de devenir quadruple champion du monde. Le consultant a également salué la belle pointe de vitesse de Sainz, qui a piloté pour Toro Rosso de 2015 à 2017, mais explique en revanche que sa relation avec Verstappen n'était pas très bonne. Pendant longtemps, il a vécu dans l'ombre de son père, double champion du monde des rallyes. Il était injustement considéré comme le fils gâté d'un pilote, alors que c'était le contraire. Carlos a dû se battre constamment pour être à l'avant. Il n'a pas eu de chance d'avoir Max comme coéquipier. L'ambiance entre les deux était assez toxique chez Toro Rosso. Avec la configuration que nous avions à l'époque, je ne voyais aucun moyen de le conserver. C'est pour ça qu'il est parti chez Renault, puis McLaren et maintenant Ferrari. Ouais, il a pas une mauvaise carrière, hein, Sainz au final, bon... Je sais pas s'il finira sa carrière chez Ferrari, mais il a plutôt bien joué le coup après l'époque Red Bull, quoi. Félicitations, Carlos. Maintenant, à toi de voir si tu peux être en mesure de jouer le titre. Donc voilà, les analyses les ressentis d'Helmut Marko sur ses anciens pilotes, finalement. Ciao. Red Bull affirme que Perez a toujours des chances d'être titré. Ah. Oui, alors là, faut pas déconner, les gars. Perez, alors, mathématiquement, il a encore des chances,
Mais en vrai, on sait tous qu'il n'a plus aucune chance. Son abandon en Autriche, là, a détruit les minces espoirs qui lui restaient, quoi. Donc Horner estime qu'il est toujours dans la course au titre pourtant. Absolument, nous sommes à la moitié du championnat, les choses bougent pas mal et il reste encore énormément de chemin à parcourir. Nous avons pu dans l'ensemble limiter les dégâts là-bas, puisque Ferrari a rencontré des problèmes également. Au final, nous avons obtenu la pole, la victoire du sprint et la deuxième place. Max n'a perdu que 5 points. Depuis quelques Grands Prix, Verstappen semble plus à l'aise dans les RB18 que Perez, si bien qu'après Monaco, le Mexicain comptait 15 points de retard. Les réglages sont cruciaux et nous comptons sur Checo à Silverstone, il était très performant. Nos développements ne le désavantagent pas, ils améliorent simplement les performances de la voiture. Ouais, bah moi je suis pas convaincu qu'il puisse jouer le titre, hein, Checo. On verra d'ici les 2 courses qui restent avant la fin de la première partie de la saison, avant la pause estivale. Mais bon, pour moi, c'est cuit, hein, pour lui, c'est fini, quoi. Alors à moins que, je sais pas, Verstappen ait le Covid et qu'il loupe 2-3 courses, à la limite, et que Leclerc finisse à chaque fois derrière Perez, dans ces courses-là, ça paraît tellement improbable. Là, ok, il y aura peut-être des chances de titre. Mais sauf scénario catastrophe, pour moi, non. C'est Verstappen et Leclerc qui vont jouer le titre, et puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Alors, l'arceau de sécurité sera renforcé en 2023, bah oui, suite à ce qui s'est passé avec Zhou, du coup. La FIA va renforcer les exigences concernant l'arceau de sécurité sur les monoplaces. Parti en tonneau au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote chinois a vu l'arceau de son Alfa Romeo s'arracher dès le premier choc avec le sol, avant que le halo et les autres éléments de protection ne prennent le relais, pour lui permettre de s'en sortir indemne. Alfa Romeo est la seule écurie qui utilise cette année un arceau de type lame, autorisé par le règlement, qui a passé les crash tests FIA avec succès. Les premiers éléments relevés, en analysant l'accident, font état, selon Vasseur, d'un impact environ 2 fois plus important lors du crash que celui infligé à l'arceau de sécurité lors des crash tests. Réuni ce jeudi, le comité technique consultatif s'est notamment penché sur la question en présence des directeurs techniques des différentes équipes, alors que le sujet du marsouillage était également à l'ordre du jour. Les écuries ont confirmé leur disponibilité à introduire des mesures plus strictes pour l'arceau de sécurité en 2023, et la FIA s'est engagée à achever les analyses concernées et à communiquer aux écuries de nouvelles exigences en matière de sécurité de l'arceau. La dernière fois que j'ai été impliqué dans un projet avec un arceau de sécurité comme ça, de type lame, je crois que c'était en 2011. Se souvient de Jody Eggington, passé chez Lotus et aujourd'hui directeur technique d'AlphaTauri. Je me souviens des raisons derrière ça, et elles étaient spécifiques. Bien sûr, nous sommes tous soumis au même test. C'est une exigence. Chez Red Bull, Paul Monaghan rappelle que les écuries sont ouvertes aux questions sur ce sujet. Je préférerais attendre que la FIA partage ses données et celles d'Alfa Romeo pour savoir exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe quand on établit la charge. Existe-t-il un critère permettant d'évaluer équitablement toutes les voitures? Est-ce que toutes les voitures résisteront ou non à ce test? C'est quelque chose qui doit être examiné de manière approfondie avant de faire des suppositions. Tout à fait. Donc voilà, l'arceau de sécurité sera renforcé en 2023. Ciao ciao. Très fier de lui, Alonso est maintenant à 100% dans son retour en F1. En 2021, j'étais performant, à un niveau décent, mais pas à 100%. L'Espagnol admettait ne pas être à 100% en 2021, mais cette saison est bien différente, et les résultats, lorsqu'il a pu terminer les courses, le prouvent selon lui. Je suis de retour à mon meilleur niveau, car je peux désormais réaliser des perfos qui ne sont peut-être pas attendus avec la voiture qu'on me donne, ce qui a toujours été ma force. Bien entendu, gagner me manque, et le sentiment de me battre pour des podiums et de plus grandes choses me manque aussi. Mais en même temps, j'apprécie aussi parce que c'est une course contre soi-même. D'une certaine manière, j'essaie d'être une meilleure version de moi-même, de ce que j'étais en 2018. Je pense qu'en 2021, j'étais performant à un niveau décent, mais pas à 100%. Cette année, je me sens à 100%. Surpasser les attentes, créer la surprise, quand je peux finir, ça me rend probablement très fier de ce retour. Comme tout pilote de F1, il est très dépendant de la monoplace qu'on lui fournit. En attendant qu'Alpine tente de réduire l'écart avec la tête, il admet apprécier le défi des nouvelles F1 à effet de sol. Nous devons tous nous adapter à ces voitures. Je dois dire que probablement le plus grand défi auquel nous sommes confrontés, ou la chose la plus amusante de ces voitures, est que plus vous allez vite, plus vous avez d'adhérence grâce à l'effet de sol. Sur des circuits comme Silverstone ou récemment en Autriche, plus vous êtes rapide, plus il est facile de conduire la voiture. Et c'est une adrénaline incroyable pour le pilote. Donc voilà, Fernando qui se dit à 100% au top de sa forme. Bon, malheureusement pour lui, ça se voit pas dans le classement parce qu'il a été victime de beaucoup d'abandons, qui n'étaient pas de sa faute, problème de fiabilité notamment. Et j'ai l'impression que cette saison 2022 va être mal payée. Hein. Pour lui, on fera les comptes à la fin, mais je pense que par rapport à Ocon, il va être derrière, alors qu'au final, il était devant en termes de perfo, quoi. C'est un peu moche. Allez, je vous laisse réagir. Ciao. Rosberg. Vettel doit parler d'écologie pendant qu'il est dans la lumière. Pas d'hypocrisie à évoquer le sujet, tout en restant en F1 selon Rosberg, donc. Selon lui, il est en droit de s'exprimer sur les problèmes environnementaux sans accusation d'hypocrisie. Et on rappelle que la ministre de l'énergie, Sonia Savage, du Canada, a souligné l'hypocrisie de Vettel en tant que pilote de F1 avec un financement de Saudi Aramco
une firme qui étend encore plus son influence chez Aston Martin. Je me serais attendu à ce qu'il soit impossible de faire transmettre ces messages à des personnes crédibles, mais Sébastien Loeb le fait avec la plus profonde conviction et je pense qu'il le fait très bien, et que c'est très bien, selon Rosberg. Faire de la course implique un conflit. D'une part, il est émotionnellement lié à la lutte pour soutenir l'environnement, avec de nombreuses actions. D'autre part, il contribue lui-même au changement climatique avec ses voyages et la consommation de carburant. Il aimerait poursuivre cette passion encore quelques années, mais je pense toujours qu'il est louable qu'il soit si engagé dans ce domaine, et ça semble authentique. Abandonner sa plus grande passion lui demanderait beaucoup, même s'il s'engage dans la lutte contre le changement climatique continue en même temps. Pour moi, ça me va, car sa parole peut compenser bien plus de choses en aidant à changer les mentalités. Et c'est possible uniquement quand vous êtes dans la lumière, pas retraité dans votre canapé. Oui, il n'a pas tort là-dessus, c'est vrai, la F1, on va dire que ça lui donne une tribune pour s'exprimer via les médias qui en parlent à chaque fois, quoi. Et via ses t-shirts, ou ses casquettes, ou ses casques, pour faire passer une idée. Donc écoutez, on verra ce qu'il décide de faire. Est-ce qu'il continuera en F1 en 2023, ou est-ce qu'il va décider de raccrocher le casque une bonne fois pour toutes? Pour l'instant, je sais même pas si lui-même le sait, ce qu'il va faire l'année prochaine. Allez, ciao. Alors, petite comparaison de points entre 2021 et 2022, au bout de 11 courses. Donc en 2022, Verstappen a 21 points de plus par rapport à 2021. Leclerc a plus que doublé son nombre de points. Perez, 47 points de plus en 2022. Sainz, 50 points de plus. Alors Russell, lui, plus 124, c'est incroyable. Il avait que 4 points en 2021 à ce stade de la saison. Hamilton, donc, lui, c'est le grand perdant, 86 points en moins. Norris, il a perdu 49 points par rapport à 2021. Ocon, il a gagné 13 points. Bottas, il a perdu 62 points également. Et il est plus dans une Mercedes, forcément. Et Alonso, donc, qui perd 9 points en 2022 par rapport à 2021. Forcément, vu sa poisse, cette saison, c'est pas étonnant. Bon, dommage qu'ils aient pas fait le reste des pilotes. Parce que là, du coup, on a que le top 10. Ça aurait été intéressant de voir aussi les autres pilotes. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc Mercedes, réveillez-vous. Réveillez-vous, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ce petit comparatif? Ciao, ciao.